Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Léonard. Bonjour Benji. Alors Léonard, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Alors Léonard, 36 ans, bientôt 37, je suis né en 1988. Alors je ne suis plus supporter du Paris Saint-Germain, ça fait bizarre de le verbaliser, mais voilà, tel est mon statut aujourd'hui vis-à-vis de la thématique qui nous est chère. Je travaille pour une marque de vêtements assez connue dans la logistique. Alors comme tu disais, tu as été supporter du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu ne te revendiques plus comme supporter du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir dans ce podcast, parce que justement, c'est un profil assez intéressant, assez inédit. Mais moi, je te considère comme un supporter du Paris Saint-Germain, en tout cas dans ses origines. Et tu vas nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu sens plus ton amour pour le club. Alors déjà, revenons à la genèse. Comment es-tu devenu supporter du Paris Saint-Germain ? Alors, je résumerai ça via une émission qui nous a un peu tous bercés dans les années 1990, des chiffres et des lettres. Mercredi 8 mai 1996, Stade du Roi Baudouin, Bruxelles, finale de la Coupe des Coupes. J'ai demandé à mes parents si j'avais eu des antécédents dans le foot, parce que c'est un des souvenirs les plus anciens que j'ai de ma petite existence ici-bas. Et j'ai pas eu le souvenir d'avoir regardé des matchs avant ce jour-là. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, je vais essayer de le dire avec mes mots, mais je pense que c'est un ressenti qui, encore aujourd'hui, me donne des frissons. Et il s'est passé quelque chose ce jour-là que je pourrais pas expliquer avec des mots. Donc c'était un mercredi, il n'y avait pas école, un jour férié, le jour de l'armistice. Et il faisait beau, je me rappelle, il faisait beau, c'était une belle journée et mes parents m'ont laissé regarder, il y avait école le lendemain, ils m'ont laissé regarder la première mi-temps de ce match historique pour nous tous. Et donc les souvenirs que j'en ai, c'est juste extraordinaire. Maillot extraordinaire, Bernard Lama, Rai, Youri, Bruno, le coup franc, le but, bref. Bruno N'Goti, merci Bruno. Et donc le lendemain, j'ai pas regardé tout le match. Le lendemain, j'apprends qu'on a gagné. Je suis en CE1, donc je suis un des plus petits de la cour de récré. Et à la récréation de 10h, je me rappelle, je suis devant la cantine et il y a un grand avec un maillot du PSG, avec un t-shirt du PSG, je me rappelle. Et je fais un lien avec ce que j'ai vu la veille. Et dans ma tête, ça fait un tremblement de terre sur ma petite planète d'enfant, sans savoir que j'étais parti pour une aventure de 15 ans avec le PSG. Et là, tu as dit, on a gagné déjà ? Ouais, franchement, je pense que j'ai ce trait de ma personnalité un peu entier. Donc j'essaye de m'approprier les choses, surtout quand elles prennent tout mon corps et tout mon esprit. Et là, tu es assez jeune encore, finalement. C'est l'année de mes 8 ans. Voilà. C'est l'année de mes 8 ans. Et l'année 1996 va être une année fondatrice dans ma relation avec le foot, de manière plus générale, et avec le Paris Saint-Germain. Après, tu suis l'Euro, du coup, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors l'Euro, ouais, exact, l'Euro en Angleterre. La victoire de l'Allemagne contre la République tchèque. Je prends ma première licence en club en septembre à l'US Métro à Antony. Et on était parti. C'est parti. Et alors là, quand tu viens au Parc des Princes pour la première fois, parce que là, tu n'as que 8 ans, comment ça se passe ensuite ? Je pense que j'ai dû saouler mon père. Mon père était plus dans le rugby et c'est moi qui vais le mettre vraiment dans le foot. J'ai dû le saouler à l'époque pour aller au parc. Et le rêve se réalisera en mars 1997 lors d'un match contre le Football Club de Metz au parc. Donc pas très longtemps après finalement. Alors pas très longtemps avec le recul, mais sur le moment ça a dû être un peu long. T'as saoulé ton père pendant quelques mois et là, il a succombé. Il a réussi à t'emmener au parc. Tu te rappelles de cette première fois ? Alors je sais que t'as une très bonne mémoire, je suis sûr que tu te rappelles bien. Ouais, j'ai des souvenirs. On était en tribune H rouge de mémoire.
Alors, je me rappelle que on était allé avec des copains du foot. On était 3 jeunes et 2 papas. Et on n'était pas forcément, je me rappelle, en tout cas à mon niveau, j'étais pas concentré à 100% sur le match. J'étais un peu distrait, pas forcément par l'ambiance, mais surtout par le contexte du Parc des Princes et des 35-40 000 personnes qui avaient ce jour-là. C'était un dimanche de mémoire. Et 2 buts de Patrice Loco, victoire 2-0. C'est des souvenirs qui en amenaient d'autres. Et alors les autres, ils arrivent comment ? Les autres, ils arrivent assez rapidement puisque le deuxième match sera en avril-mai contre Bordeaux. Un match de haut niveau du championnat de France de l'époque. Un match nul 2 partout avec une grosse équipe de Bordeaux à l'époque. Et le fabuleux dernier match au Parc contre Strasbourg où on arrache la 2e place avec un but de Vincent Guérin en fin de match et en parallèle la victoire de Monaco contre Nantes. Et à l'époque sans réseaux sociaux, sans téléphone, on vit ça de manière vraiment authentique et sincère. T'avais l'écouteur de la radio ou pas ? Non, mais pour suivre les scores sur les autres terrains en même temps, parce que c'était un multiplex. C'était pas encore dans mes mœurs personnelles, mais je sais que je crois que le speaker de l'époque, je sais plus si c'était déjà Michel Montana, mais en tout cas il en avait parlé. Il nous avait annoncé ça en direct, quoi. Avec les joueurs qui étaient au milieu de la pelouse et qui attendaient le verdict sur les autres terrains. Alors, je te parlais de l'oreillette parce que je me rappelle très bien de ce match. J'étais aussi en tribune latérale et j'avais mon baladeur cassette qui faisait radio à l'époque et j'écoutais le multiplex et je me rappelle, j'étais à peine plus âgé que toi et je me rappelle que je donnais les scores aux gens dans la tribune autour. Magnifique. Et que j'avais dit ça y est, c'est bon, on est 2e et que c'était un match extraordinaire déjà à l'époque, juste de championnat de France. Reporter avec une avant tension, voilà, c'est ça. Et il y avait une forte tension dans le stade pour une 2e place. Surtout qu'on était mené. C'est un but d'Olivier Dacour de mémoire. Et on était mené et il a fallu aller la chercher, cette 2e place. Cette victoire et cette 2e place. Face à un très bon Racing Club de Strasbourg à l'époque. Exact. Et alors ensuite, quel est ton parcours de supporter ? Parce que tu restes pas très longtemps quand même en latéral. Un jour, tu franchis le pas pour aller en virage. Ouais, alors ça va être un peu plus tard. Avec mon père, on va aller plusieurs fois par saison en tribune latérale. Une fois en présidentielle de mémoire, mais essentiellement en tribune Paris. Donc au cours des saisons suivantes, 97-98, 98-99, et un des tournants dans ma carrière de supporter du PSG, c'est que mon père m'appelle le lendemain de son anniversaire en août 1999. Il vient d'assister au match PSG-Metz, un autre, durant lesquels on gagnera 2-1 avec un fabuleux but de Augustine Djedje Okocha. Et il me dit, cette année, il y a quelque chose, je prends l'abonnement. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qui pouvait m'arriver du haut de mes 10 ans. Parce qu'être abonné à mon âge, je me rends compte maintenant, c'était un privilège. C'était un beau cadeau. Un beau cadeau et un énorme cadeau et un énorme privilège. Donc du coup, on va s'abonner pour la saison 99-2000 en tribune J bleue, donc la partie centre côté Boulogne de la tribune Paris. Et donc là, tu es assez jeune et donc tu vas voir tous les matchs ? Pas tous, parce qu'il y a certains qui me sont gentiment interdits par ma maman, surtout le dimanche soir. Comme il y avait école le lendemain, mes parents étant profs, ils avaient de très grosses attentes vis-à-vis de ma scolarité et de mon éducation. Mais oui, dans l'absolu, oui, je vais assister au match à domicile du PSG pour cette saison-là. Et donc avec ton père ? Avec mon père. Que finalement, tu as aussi emmené dans ta passion. Voilà, il a accepté de m'accompagner et de m'accompagner physiquement, mais aussi entre guillemets intellectuellement dans moi je dirais pas cette passion, parce que c'était vraiment le foot, c'était j'allais dire c'était ma vie, mais c'était plus qu'une passion. C'était clairement mon quotidien dans ma réflexion, et le PSG dans ma ferveur. Tu pensais qu'à ça tous les jours à l'école? Tout à fait, ouais. C'était vraiment quelque chose qui
qui touchait mes émotions les plus profondes. Pour être transparent avec toi, quand le PSG perdait un match le dimanche soir et que j'avais école le lendemain, je me demandais est-ce que j'avais le droit de rigoler le lendemain matin à l'école, par exemple, parce que c'était quelque chose qui touchait ma sensibilité. Et tes profs ou tes copains à l'école, ils savaient? Mes profs, non, mais mes copains avec qui ça pouvait être un thème à aborder, oui, bien sûr, ils le savaient. Mais je pense que c'était pas quelque chose de comment dirais-je, vis-à-vis des tribunes, vis-à-vis du côté supporter. Ça touche vraiment des gens qui sont concernés et pour qui ça a vraiment un côté particulier. J'avais pas forcément des personnes que ça pouvait toucher, pour lesquelles ça pouvait être un vrai sujet de discussion, mais ils le savaient bien sûr. Et à cette époque-là, au niveau sportif, c'était pas toujours facile. Et justement, quand le PSG perdait ou même perdait bien, est-ce que tu prenais des remarques? Non, il n'y avait pas forcément de personnes qui aimaient d'autres clubs, etc. Mais oui, tu connais, quand on est jeune, on aime bien se titiller. Donc, ouais, bien sûr, ça pouvait être le cas, notamment la saison suivante. Par exemple. Et donc là, donc tu enchaînes plusieurs saisons avec ton père? Voilà, on enchaîne donc de 1999 à 2003 ensemble. La différence, c'est qu'à partir de la saison suivante, donc à partir de l'été 2000, et le fameux recrutement tout pimpant franco-français que l'on va faire, on va se déplacer côté Auteuil, donc en tribune H bleue, donc la partie centrale de la tribune Paris, mais côté Auteuil, parce que l'ambiance côté Auteuil commence à devenir assez phénoménale, et il y a un attrait pour cette ferveur-là. Ouais. Quand tu dis le recrutement clinquant et français, c'était donc le recrutement de Laurent Perpère avec notamment Anelka, Dalmat, Luxin, Frédéric Déhu, Bernard Mendy, Lionel Letizy. Et moi j'avais des étoiles plein les yeux avec toute mon insouciance et mon inexpérience du football de l'époque. En tout cas, ça partait bien. Ça partait bien. Et une grosse ambiance en tribune qui finalement t'attire aussi, voire plus que ce qui se passe sur le terrain. Alors moi, le foot, ça a toujours été le rectangle vert, ça a toujours été la question centrale. J'ai jamais dissocié l'un et l'autre. Mais par contre, oui, l'ambiance qu'il pouvait avoir m'a permis de développer cette sensibilité pour le soutien, et sans forcément qu'ils le sachent, les mecs de l'époque du virage m'ont éduqué dans cette attitude, dans ce comportement à avoir vis-à-vis du côté supporter à proprement dit, et que le côté ferveur et le côté ambiance, c'était pas juste une atmosphère ou un paysage à additionner à ce qui se passait sur le terrain, c'était vraiment une partie intégrante de ce que ça pouvait être le Parc des Princes ce soir d'un match. Pour moi, c'était vraiment indissociable. Alors c'est quoi justement pour toi la définition d'un supporter? Le supporter, c'est la fidélité déjà pour moi. C'est le premier caractère que je vois à y associer, parce que tu sais, on est en France, on n'a pas forcément une culture foot très présente, donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent aimer un club d'une autre ville, qui peuvent aimer un club puis ne plus l'aimer, et donc moi c'est des choses qui m'ont jamais attiré. À partir du moment où j'étais supporter du PSG, supporter du club de ma région, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine, il y avait aucune raison que j'aime un autre club qui se trouve à des centaines de milliers de kilomètres. Je me voyais pas vivre ma passion par procuration. À partir de là, la fidélité, et en fonction de ses moyens et de sa disponibilité, la présence et l'expression vocale qui s'ensuit. Et là, tu vas un jour au virage Auteuil, directement, dans le... Ce qui s'est passé, c'est que avec l'âge et avec l'attrait pour cette ambiance, sans jamais délaisser le terrain, j'insiste bien, oui, forcément, à 13-14 ans, on veut en être. On veut en être. L'ambiance du virage, je parle entre 2001 et 2003, je mets de côté les périodes de grève, Dieu sait qu'il y en a eu à l'époque.
l'ambiance, elle était juste fabuleuse. Avec les étoiles que j'avais dans les yeux et dans les oreilles, j'avais juste envie d'en être. J'ai juste bénéficié d'une saison catastrophique 2002-2003 et on sait à l'époque les listes d'attente qu'il y avait. Beaucoup de personnes ont dû arrêter de s'abonner du fait de cette saison catastrophique. Et un bel après-midi de printemps 2003, ma mère m'informe qu'elle a réussi à m'avoir un abonnement en rentrant du 16e arrondissement. Puisqu'à l'époque, il fallait aller à la billetterie directement au guichet au Parc des Princes pour pouvoir s'abonner. Donc pour recontextualiser, mon père ne souhaitait plus s'abonner en fin de saison 2002-2003 pour diverses raisons, notamment sportives et financières. Les abonnements, ça coûtait déjà assez cher à l'époque. Et moi, je me voyais pas du tout arrêter. Moi, j'étais en plein boom, en pleine ascension dans ma carrière entre guillemets de supporter. J'aime pas trop le mot, mais c'est le premier mot qui me vient. Et du coup, c'était hors de question que j'arrête. Et à l'époque, il y avait 2 alternatives. Soit j'allais à Auteuil, et s'il y avait plus de place, j'allais à Angers. Oui, parce que justement, comme Auteuil était complet, il y a les Authentiques qui sont arrivés, à ce moment-là, en tribune G pour agrandir et permettre à ceux qui pouvaient pas aller à Auteuil. Et prolonger l'ambiance comme ils l'ont très bien fait, voire magnifiquement fait durant les années 2000. Ouais, c'était au début de l'année 2002 qu'ils sont arrivés, donc ils étaient déjà très bien constitués et très puissants dans l'ambiance. Et alors là, à Auteuil, donc tu y vas tout seul ? Ouais, j'y vais tout seul. T'es jeune ? Alors c'est l'année de mes 15 ans, on est en été 2003. J'y vais, les 2 premiers matchs, c'est pas des matchs officiels, c'est le jubilé de Vincent Guérin et un match amical contre le futur champion d'Europe, le FC Porto, qui était venu faire un match amical contre nous. Et la saison suivante arrive rapidement. Champion d'Europe d'ailleurs contre l'AS Monaco, ceci dit. Et donc là, tu arrives à Auteuil, t'es jeune, t'es tout seul, tu vas où, tu fais quoi ? Alors, il se trouve que mon père était collègue d'une femme qui était maman de 2 frères Supra très impliqués dans les fin des années 90, début 2000. Je les ai pas forcément rencontrés physiquement, mais c'est sûr qu'il y avait une filiation évidente vis-à-vis de ce groupe. Donc, je suis jeune, je suis surtout intimidé par ce que je vais voir et découvrir, non pas de loin, comme ça avait été le cas précédemment, mais pour de vrai, dans le feu du virage. Et donc, je me mets pas dans le bloc parce que je suis trop timide, mais entre le bloc Supra et la partie bleu haut. Et là, tu vois de près, de l'intérieur, la vie des ultras en fait, et la vie du virage. Voilà comment ce que font les gens avant, ça faisait germer beaucoup de fantasmes dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils préparent, etc. Ça, c'est des questions que je me posais, auxquelles j'avais pas forcément de réponse. Donc oui, je vois ça, j'observe partout, je regarde tout le monde, je regarde qu'est-ce que les gens font. J'essaye de reconnaître des gens alors que je connais personne. Voilà, bref, c'était vraiment un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Et là, tu restes observateur ou tu veux t'investir dans un groupe Non, vraiment, je suis trop timide et à titre personnel, je suis dans un état psychologique pas super évident qui me donne pas forcément confiance en moi. Donc non, je suis vraiment observateur dans le côté de mon approche, mais soutien fervent dans le support vocal. Et donc là, tu restes au virage jusqu'à 2010. Et donc tu vis les hauts et les bas de ce qui se passe à ce moment-là dans le virage Auteuil. Les hauts, l'ambiance, des matchs extraordinaires. Les bas avec quelques soucis extra sportifs entre supporters et des bagarres notamment. Tu vois ça de très près. Ouais, alors au parc, on n'était pas. J'ai pas beaucoup de souvenirs de soucis au parc. C'était plus à l'extérieur. Mais moi, les déplacements, je vais surtout les vivre quelques mois après. La saison 2003-2004, c'est vraiment pour moi une saison d'observation. Surtout que scolairement, ça se passe pas très bien pour moi, donc je suis pas forcément en odeur de sainteté au niveau familial.
Donc c'est surtout la saison d'après qui va être un basculement, on va dire, dans une implication plus sérieuse. Et alors justement, quelle est cette implication ? Donc du coup, au bout d'un an, il me vient l'idée de faire des choix vis-à-vis notamment de mon cartage dans un groupe. Ça se décide entre les Supra, par l'explication que j'ai donnée précédemment, et par les Loutes, parce que j'étais dans le même groupe scolaire qu'un Loutes à l'époque. Je vais dire son nom, il s'appelle Samir. Donc il était en 3e quand j'étais en seconde, et on a été mis en contact par un ami en commun. Et vu qu'on avait à peu près le même âge, je me dis ça pourra peut-être être un avantage pour m'intégrer et m'épanouir dans le groupe. Donc un peu sur un coup de tête, il fallait faire un choix. Je décide de me carter chez les Lutes. On est à la fin du mois d'août 2004. Et là, donc, tu t'investis dans le groupe, ce que tu n'avais pas fait auparavant. En fait, je suis surtout carté, mais il n'y a pas d'investissement plus que ça. Déjà, je essaye d'être sérieux à l'école. J'ai pas forcément une disponibilité énorme. J'habite pas à côté du parc, mais on va dire mon implication, elle se fait surtout au niveau des déplacements. C'est ça. Et alors, quelques déplacements mémorables ? Avec les Lutes, ouais. Alors, j'étais, comme je disais, pas super à l'aise, surtout avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Il m'a fallu parfois, entre guillemets, fournir un effort personnel pour m'intégrer, pour m'insérer dans le groupe. C'était pas forcément évident. Je dis honnêtement, je l'ai jamais réussi vraiment à le faire. J'ai surtout vu ça avec un certain recul. J'ai un peu de regret parce que je sais que ça aurait pu être des moments que j'aurais pu vivre avec plus d'intensité, et j'ai vécu avec peut-être trop de recul et trop de retenue. Donc beaucoup de déplacements parce que c'était une manière de vivre, de prolonger ma passion et de pas seulement la vivre à domicile mais aussi à l'extérieur, chose que tout supporter que j'étais le souhaitait, quoi. Et donc là, tu es quand même encore assez jeune. Est-ce que tu as conscience de ce qui se passe dans le virage autour de toi, ce qui se passe dans les déplacements ? Je parle des affrontements qu'il peut y avoir entre différents groupes de supporters. Est-ce que tu comprends, ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets de côté parce que justement, non. Toi, ce qui compte, c'est le terrain ? Clairement, je pense que même encore aujourd'hui, j'ai pas du tout les éléments en totalité pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sachant ma jeunesse et mon ignorance vis-à-vis de ces événements-là, j'évite d'avoir des avis trop tranchés parce que j'ai aucune connaissance du sujet, mais je trouve ça juste triste qu'on en arrive là, mais je me pose des questions, oui, bien sûr. Et alors justement arrive 2010, donc avec le décès de Yann Laurence, et donc là toi t'es encore jeune, mais tu prends ça de plein fouet. Et finalement, c'est une cassure pour le Paris Saint-Germain, mais c'est aussi une cassure pour toi. Bien sûr, parce que aujourd'hui, je suis plus âgé, j'ai une famille, donc j'ai d'autres sujets d'intérêt et de préoccupation. Mais à l'époque, le PSG, le PSG et l'école, c'est tout ce qui remplit mon quotidien et mes pensées. Donc forcément, on était déjà interdit de déplacement avant ce drame. Donc oui, c'est une cassure claire au niveau sportif, au niveau du PSG et aussi au niveau de ma vie personnelle. Alors avant de revenir justement sur ces événements-là, quelle est toi ta définition du Paris Saint-Germain ? Le Paris Saint-Germain, c'était ma vie, tout simplement. C'était ma vie, c'était la chose qui me faisait exister, qui me sentait exister. Je pense qu'en tant qu'adolescent, on ne vit pas forcément tous ces événements-là et toute cette période-là de la même manière. Moi, le PSG, ça m'a donné un motif pour exister socialement, tout simplement. Ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure avec l'école et après dans ta construction finalement d'ado et de jeune adulte. Et alors justement, en 2010, tu te rappelles PSG Montpellier par exemple ? Ouais, je me rappelle surtout du jour où j'ai découvert le plan Le Prou qui commençait à fuiter dans la presse, un autre 8 mai, pour le coup moins glorieux. Je me rappelle que je me réveille, c'était un samedi, c'était le jour de l'avant-dernier match du
PSG au Mans. Et je découvre ça. Et tu vois, on est 15 ans après et le choc est toujours aussi présent parce que je tombe de mon lit, quoi. Clairement, je tombe de mon estrade. Je me demande qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que je vais devenir. Et c'est un énorme flou artistique. Alors on est tellement le 15 ans après qu'on est le 7 mai aujourd'hui, on enregistre le 7 mai. Voilà, quelques heures avant la demi-finale PSG-Arsenal de Ligue des Champions, demi-finale retour, on est le 7 mai, donc effectivement, tu as cité déjà 2 fois le 8 mai, date importante dans ta vie avec la finale de Bruxelles, avec le plan Le Prou. Qu'est-ce que justement, toi, tu as compris de ce plan Le Prou et à ce moment-là, pour toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ça, en fait? Moi, en fait, je pourrais pas dater ce constat que je fais, mais pour moi, il arrive à un moment donné, dans les années 2000 bien sûr, le rectangle vert et les tribunes ne font qu'un. Le COP de Boulogne et le virage Auteuil et les 11 joueurs, c'est 3 choses indissociables du Paris Saint-Germain. À partir du moment où on l'enlève, on n'arrache pas une page, on brûle le livre. À partir de là, ma réflexion, elle se fait un peu de manière cérébrale et brutale, mais forcément, moi, aller au Parc des Princes et ne pas voir ceux qui ont mis des étoiles dans mes yeux et dans mes oreilles, ces personnes à qui je dois mon éducation de supporter. Je vais essayer de citer des noms parce que je ne pourrais pas tous les citer, je ne connais pas toutes les personnes, mais je suis reconnaissant envers eux parce que c'est eux qui m'ont permis de développer en moi cette petite étincelle de supporter qui ne demandait qu'à exploser. Si j'ai pas ces gens-là, aller au parc, ça me dit plus rien. Aller voir les matchs du PSG, ça me dit plus rien. Je vais citer des noms pour être reconnaissant envers eux. Je parle de Boat, je parle de Viola, je parle d'Ismaël, je parle de bref, toutes ces personnes-là qui ont contribué à l'ambiance et qui ont été les meneurs de notre tribune. Des figures et des capots du virage Auteuil, des Supra Auteuil, des Lutèce Falco. Alors justement, tu disais que pour toi, à la base, c'était indissociable de ce qui se passait sur le terrain. Mais finalement, c'est un tout. Il n'y a pas que le terrain et les tribunes à côté, c'est vraiment un ensemble, indissociable. C'est ça, c'est quelque chose qui faisait partie d'un match. J'ai pu assister à des matchs, même d'autres sports. Clairement, la saveur n'est pas la même. Je pense que si j'avais été passionné par un autre sport et une autre équipe en France, j'aurais jamais pu développer toute cette ferveur et toutes ces émotions parce que il aurait manqué quelque chose en fait. Ouais. On va y revenir dans quelques minutes, mais alors justement, après ce plan Le Prou, tu essayes quand même de t'accrocher, en tout cas aux tribunes, et tu rentres dans ce qu'on a appelé la contestation. Ouais, parce que alors c'est un mélange de plein de choses à ce moment-là, mais je me vois pas arrêter sans m'être donné l'impression de m'être battu. Je me vois pas arrêter du jour au lendemain sans avoir essayé. Donc oui, je vais participer à différentes manifestations et différentes actions, notamment menées par le groupe LPA à l'époque. Liberté pour les abonnés. Liberté pour les abonnés. Alors on avait fait plusieurs marches dans Paris. Il y avait eu des actions lors de matchs de jeunes, je crois, et aussi au parc pour faire pour s'installer en tribune Paris et protester vocalement contre le plan. Je l'ai vraiment fait, je pense, avec le recul, par devoir de me dire je peux pas tout arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible, c'est trop présent dans ma vie pour que j'ai l'honnêteté de tout arrêter. Donc j'ai essayé, mais j'ai vite compris, d'une part, qu'on se battait contre un mur et que ça allait être difficile, et j'avais pas forcément cette patience et cette endurance pour aller jusqu'au bout, et surtout que, pour en revenir à ce que je disais avant, j'avais conscience qu'on retrouverait plus le parc que j'ai connu et qui a fait
celui que j'étais en tant que supporter du PSG, à partir de là, je savais que je pédalais dans le vide. Et alors, tu l'as dit, aujourd'hui, tu te considères plus comme un supporter du Paris Saint-Germain. À quel moment j'allais dire, est-ce que tu prends la décision? Est-ce que ça devient comme ça, un matin, tu te lèves et tu fais bon, ça s'arrête? Comment ça se passe? Alors, au début de la saison 2010-2011, clairement, mon attrait pour le sportif a totalement disparu. Donc, les résultats ne me font plus aucun effet. Ça, c'est un point, un trait. Et après, le lien qui restait, je parlais de manifestations, etc., ça va durer quelques mois. Et je pense que dès lors que j'ai arrêté de suivre les résultats, éventuellement de regarder les matchs, parce que je continue à regarder les matchs, mais sans grand intérêt, ça a dû s'arrêter, on va dire, en décembre 2011. Donc au cours de la saison qui va suivre, 2011-2012, c'est là vraiment que j'ai senti que le cordon ombilical allait être coupé, et donc que c'était, entre guillemets, fini pour moi. Donc il y a eu des étapes, et ça s'est fait de manière progressive à plusieurs niveaux. Et là, tu regardes plus du tout les matchs? Non, à partir de, je pense, de la saison 2011, non, ça fait plus du tout partie de ma vie. Et aujourd'hui non plus? Et aujourd'hui non plus. Et alors là, tu te dis, il y a quand même un manque chez moi, et je vais aller projeter ça sur une autre activité, et tu suis le basket. Voilà, alors en fait, le basket, j'ai commencé à m'y intéresser au début des années 2000, principalement en regardant les matchs outre-Atlantique. Et j'ai voulu voir ce qui se passait un peu chez nous. Et je vais voir mon premier match de basket à l'époque, Paris Basket Racing, qui jouait à Coubertin, donc à côté du parc, en avril 2004. Et quand c'était possible en termes de disponibilité, en termes de calendrier, j'allais voir les matchs de basket, que ce soit la veille ou le lendemain des matchs du PSG. Le PSG, ça a toujours été la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3 de mon temps à l'époque. Mais quand j'avais le temps, j'allais voir les matchs de basket et les matchs de hand. Et donc quand le PSG s'est arrêté à mon niveau, j'avais toute ma disponibilité pour aller voir les matchs de basket. Alors les gens ne le savent pas forcément d'ailleurs, mais le Paris Basket Racing était dans les années 90 le PSG Basket. Champion en 97. Où il y a eu notamment Richard Dacoury, Tony Parker, Laurent Sierra. C'était une des principales, très, très éphémères, mais principales équipes de basket au niveau français à cette époque-là. Exact. Et donc là, cette équipe, à un moment, elle va jouer à Levallois. Alors, il y a une fusion qui se fait en 2007 entre le Paris Basket Racing et Levallois, donc ça devient le Paris Levallois. Et l'aventure va durer une bonne dizaine d'années. Et donc là, tu retrouves à une échelle très, très minime, parce que le stade, la salle à Levallois, c'est pas le Parc des Princes. Tu retrouves des sensations que tu avais au Parc des Princes? Alors, à titre personnel, oui, mais à titre collectif, absolument pas, parce qu'on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. On est vraiment sur complètement autre chose au niveau de l'ambiance, au niveau de l'approche, au niveau de la ferveur. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce qu'ont fait les gars dans les années 90-2000 au parc, c'était énorme. Parce que pour construire ça, pour éduquer les viragistes à la culture ultra et au soutien, on claque pas des doigts, quoi. Et donc du coup, je sais que personnellement ou même collectivement, on n'aurait jamais pu faire ça à Levallois dans le cadre du basket, parce que tout simplement c'était pas un public propice à ce genre d'ambiance. Alors qu'il y a quelques publics un peu chauds quand même au basket en France, le Portel, Limoges, Nanterre, alors c'est pas une culture forcément ultra, mais en tout cas une culture supporter très, très développée. Ouais, après le basket, c'est vraiment un autre monde que le foot. Et pour moi, ouais, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire, même si la ferveur peut exister aussi dans ces sports-là. Ouais. Et donc tu disais, tu suivais aussi le handball. Ouais, j'ai suivi le handball et le basket à peu près à la même période, donc à l'époque propriété de Feu Louis Nicolin. Et, Tout à fait. Et le basket a eu plus d'intérêt pour moi au niveau de ma sensibilité sportive,
Donc ça s'est surtout concentré là-dessus. Ouais. Parce que Louis Nicolin, qui était donc le président propriétaire de Montpellier en football, a été propriétaire du PSG dans début des années 2000, c'est ça ? Oui. Et voilà, les gens ne savent pas forcément. Alors pas du PSG football, hein, attention. Et alors justement, au basket, tu as fini avec Victor Wembanyama sur le parquet de Levallois. T'as suivi un peu son éclosion finalement. Oui, il est arrivé chez nous, il était déjà un espoir très attendu et très prometteur du basket français, et quelle ne fut pas ma surprise quand il a signé dans le club dans lequel j'étais investi en tant que supporter, mais aussi en tant que bénévole à l'époque, de pouvoir le côtoyer et le voir d'aussi près pendant toute une saison. Parce que ça, c'est important aussi. Tu t'es investi bénévolement dans le club, dans l'organisation des matchs, autour des matchs, etc. Oui, je voulais voir ce qui se passait de plus près. Voilà, voir des matchs, c'était quelque chose d'habituel pour moi, comme on a pu en parler précédemment. Et je voulais voir les matchs d'un autre œil. Et j'ai eu cette idée de m'investir bénévolement pour justement voir les entrailles d'un match et l'organisation que ça pouvait susciter. Et alors par contre, au handball, t'as jamais eu envie de devenir supporter du PSG handball ? Bah non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai continué à aller voir les matchs de hand jusqu'en fin des années 2000. Je ne sais plus en quelle année le Qatar rachète le PSG handball, le Paris handball à l'époque. Je crois que c'est 2013 ou il me semble. Ok. J'ai continué à aller voir les matchs, et quand j'ai su qu'ils rachetaient le club de hand, bah, c'était juste le cauchemar qui se poursuivait, parce que du coup pour moi c'était bonnet blanc, bonnet en fait. Donc dès qu'ils ont racheté le club de hand, bah, j'ai arrêté d'y aller, quoi, tout simplement. Alors justement, quelle est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, globalement ? Bah, je peux pas passer à côté, parce que forcément c'est partout. C'est devenu une marque mondiale qui plus est inévitable quand on habite en plus en Île-de-France. Donc ma vision à titre personnel, elle est désintéressée et neutre. J'ai pas spécialement d'opinion à fournir au sujet du club. Après, les moyens sont là, financiers et humains, et la présence du Qatar, du coup, c'est quelque chose qui te dérange en tant que propriétaire du club ? Complètement. Pour moi, c'est juste un instrument pour eux de faire rayonner leur vision du monde au niveau français. Je pense que ce qui s'est passé nous concernant en tant que supporters, c'était une condition pour que leur rachat puisse être fait. Ça, j'en ai l'intime conviction. À partir de là, oui, clairement, j'en ai une vision négative. Et que ce soit un pays qui utilise un club de football pour son image, ça te dérange plus que si c'était un fonds d'investissement ou une grande entreprise ? Bah, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a quand même un écart entre les deux, mais c'est vrai que quand on a été racheté par Colony Capital en 2006 de mémoire, on était déjà l'instrument d'un fonds d'investissement peut-être plus puissant qu'un pays. Donc dès lors que le foot est rentré dans cette dimension politico-financière, finalement les clubs étaient devenus des objets et des instruments pour des personnes de la haute sphère. Et alors justement, t'étais pas tout seul à avoir quitté le Parc des Princes en 2010. Il y a beaucoup de supporters qui ont arrêté de suivre. Alors certains ont arrêté d'aller au Parc des Princes, mais ils sont restés supporters du PSG. D'autres comme toi ont complètement tourné la page. Et certains sont même allés supporter d'autres clubs. Je pense par exemple au Paris Football Club ou au Red Star. C'est quelque chose qui t'a un petit peu effleuré l'esprit ou pas du tout ? Jamais de la vie. Ça reprend ce que j'ai dit initialement. Pour moi, le PSG, c'était ça et rien d'autre. Donc, absolument pas. Alors, j'ai des connaissances qui l'ont fait. Et ça a été un sujet un peu de discussion, voire plus,
parce que pour moi, c'était une forme de trahison. Je préférais clairement tout arrêter et ne plus rien suivre que aller suivre un autre club, qui plus est des clubs, le Paris FC, voire le Red Star, avec lesquels bien sûr il n'y a aucune rivalité sportive ou idéologique, mais il n'y a aucune proximité non plus. Donc pour moi, ça reste des clubs au mieux neutres, au pire ennemis. Si je comprends bien, tu as arrêté d'être supporter du PSG il y a 15 ans, mais tu es supporter du Paris Saint-Germain à vie. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. En tout cas, j'ai jamais voulu oublier ou effacer de ma mémoire ou de mes souvenirs ce que j'ai vécu. Je suis très content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, tous ces déplacements, toutes ces émotions que je pense seul le foot peut nous faire vivre, et seul le PSG et le virage pouvaient nous faire vivre à l'époque. Donc, je pense que tu as très bien résumé la situation. Alors justement, tu as dit ne jamais effacer de ma mémoire. J'en ai déjà parlé au tout début, mais c'est quelque chose que je trouve très prégnant chez toi. C'est ce souvenir que tu as des matchs, des joueurs, des scénarios de certains matchs. Souvent, quand tu mets des commentaires sur les réseaux sociaux, encore sur des anciennes photos, tu te rappelles de ce qui s'est passé tel match, tel jour, avant, etc. Le fait justement de t'être arrêté en 2010, est-ce que tu penses que c'est justement pour ça que tu arrives à te souvenir facilement de ce qui s'est passé avant ? Bah forcément, j'ai moins de matchs au compteur, donc j'ai plus de facilité à m'en rappeler que toi, par exemple, où tu as suivi avant moi et après moi. Donc, après, c'est pas quelque chose que je travaille, je pense que c'est quelque chose la mémoire, c'est quelque chose d'inné. Donc, c'est des choses dont je me rappelle, dont je me rappelais sur le moment et dont je me rappelle après. C'est sûr que j'aurais eu peut-être plus de mal si j'avais continué à suivre et 15 ans d'années de plus au compteur. Alors je t'avoue que moi de mon côté, je me souviens plus facilement de matchs qui se sont passés effectivement il y a 30 ans qu'éventuellement celui qui s'est passé il y a 3 semaines, où je serais même incapable de citer l'adversaire et le score et les buteurs. Ça me rassure alors. Mais ouais, peut-être, effectivement, c'est peut-être l'accumulation. Et peut-être que parce que tu as vécu jeune, on l'a dit, dans ta passion, et qu'à ce moment-là, ça marque plus. Bah oui, parce que tu sais, quand tu vas à l'école et que tu vas le lendemain voir les matchs et que tu vas à l'école le lendemain, ça faisait partie de mon quotidien. Donc tu me donnes une année de saison, ça va me renvoyer à mon année scolaire. Tu me donnes une année scolaire, ça va me renvoyer vers la saison du PSG. Un match, une année, ça me renvoie directement à mon école. Enfin bref, il y a un parallèle évident et clair dans ma tête à ce niveau-là. Ouais. Tu te rappelles, toi, de ton contexte personnel par rapport à chaque match ? Bien sûr. Quel bus je prenais, quel morceau de rap j'écoutais. Je vivais les choses pas forcément intensément au niveau physique, mais en tout cas intensément au niveau psychologique. Alors justement, faisons travailler un peu, pas cette mémoire, mais ces émotions. Si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain qui t'a marqué dans l'histoire du club. Je ne vais pas être très original, je vais citer Michel Denisot. C'est le seul qui a réussi, dès lors que j'ai suivi le club, à être à la hauteur des ambitions et des objectifs du club. Après, on a alterné beaucoup de personnes pas toujours à la hauteur justement du prestige et de notre club. Donc je dirais Michel Denisot. Je mettrais juste un bémol sur son incapacité, il n'était pas tout seul, à gérer les problèmes de violence autour des matchs du PSG, chose que finalement aucun n'a réussi à faire par la suite. Et oui, ça a un peu commencé sous l'ère de Denisot, même si c'était pas exactement là où c'était le plus exacerbé, mais peut-être qu'il fallait dès le départ contrer certaines velléités violentes. Michel Denisot, qui est à date le seul président du Paris Saint-Germain à avoir gagné une Coupe d'Europe, qui était ton match du 8 mai 1996. Exact. Si tu dois me citer un entraîneur du PSG. Alors je suis pas arrivé dans les années les plus réussies au niveau sportif, ça va pas forcément être le plus simple. Je vais essayer de citer quelqu'un que j'ai connu quand même pour éviter d'avoir une réponse approximative. Mais si j'en avais un à citer,
clairement, il n'a pas fait le parcours le plus long, mais c'est la saison la plus réussie au niveau sportif qu'on ait vécu dans les années 2000. Donc je vais le citer, j'ai cité Vahid Halilhodžić pour la saison 2003-2004, durant laquelle on finit vice-champion et vainqueur de la Coupe de France. Certes, il est resté 1 an et demi de mémoire, mais au niveau sportif, il a réussi ce qu'aucun n'avait réalisé. On n'avait pas gagné de titre depuis 6 ans à ce moment-là. Donc clairement, avec la qualité d'effectif qui n'était pas monstrueuse à l'époque, il a quand même réussi à faire des miracles sur cette saison-là. Un vrai personnage avec un fort caractère. Et qui avait d'ailleurs été joueur auparavant au Paris dans les années 80. Et une belle saison avec beaucoup d'émotions en tribune et des sacrés joueurs aussi sur le terrain, même s'il y avait pas que des sacrés joueurs, mais il y avait quand même quelques beaux joueurs dont on se souvient encore aujourd'hui. Bah ouais, avec le recul, honnêtement, je sais qu'au début de la saison, on n'était pas cité pour être parmi les prétendants au titre. Avec le recul, on avait un effectif qui était loin d'être ridicule, sans Coupe d'Europe à jouer. Ça restait quand même un effectif de qualité. Sorin, Fiores, Paoletta, Luboya qui nous a rejoint en cours d'année, Mbami qui était en pleine bourre à l'époque, perd son âme, Gabriel Heinze, Frédéric Déhu, ça restait quand même des joueurs. Alors c'était pas flamboyant sur le terrain, mais c'était du solide et du sérieux. Et il y avait la patte Vahid, on lâche rien. Alors justement, si tu devais me citer un joueur du Paris Saint-Germain. Là, ça se joue au sprint entre Souza de Oliveira Rai et Pedro Miguel Paoletta. Je dirais Paoletta parce que je l'ai suivi tout son passage au PSG de 2003-2005, tandis que Rai, au début, j'étais pas encore dans le coup. Donc je dirais Paoletta pour sa classe, pour sa performance, parce qu'il serait resté 5 ans au club, ok, mais il fait 5 ans en mettant 109 buts, donc il a su performer autant que durer. Oui, parce que tu as dit 2003-2005, c'est 2003-2008. Honte à moi. Honte à moi, bien sûr, 2003-2008. Et oui, c'était un grand buteur avec pas forcément l'équipe qui allait tout le temps derrière lui. Et il a dépassé la barre des 100, un record qui a tenu quelques années. Et quelques buts dont on se souvient encore. Surtout côté du virage Auteuil. Surtout du côté du virage Auteuil, quelques beaux buts, notamment contre Marseille. Justement, si tu devais me citer un match, alors t'as pas le droit de me citer le 8 mai 1996, la victoire en Coupe d'Europe, si tu devais me citer un match du Paris Saint-Germain, un autre match. La finale de Coupe de France contre Marseille en 2006. Je pense que c'était quelque chose dont on rêvait tous à l'époque. Les fameuses boules noires, boules chaudes lors de l'émission du dimanche matin pour le tirage. Donc ça tombait toujours soit en 16e, soit en 8e de finale. Et j'étais à la demi à Nantes quelques jours avant. Et sur le parking, Marseille avait déjà gagné son match contre Rennes. Donc on savait que si on gagnait, on allait en finale. Donc ouais, pour tout ce contexte que j'ai vécu à l'adolescence, donc j'étais pleinement conscient de ce qui se passait. La finale, j'en ai encore des souvenirs encore très vifs. Aujourd'hui, je revois encore la sortie de Lionel Letizy sur le dernier centre de Taïwo. J'ai encore peur qu'il y ait un Marseillais qui coupe la trajectoire et qui nous égalise. Bref, tout le but de Vicage devant nous, je vois la balle aller tout doucement. On était tout en haut. Les membres du virage étaient au 3e anneau, donc on était tout en haut et on voit le ballon aller tout doucement dans le but sur le 2e. Ouais, pour toutes ces émotions-là, pour tout ce contexte-là, pour l'ensemble de son œuvre, 29 avril 2006, la finale de Coupe de France contre Marseille. Avec le beau tifo à l'entrée des joueurs, on la veut. Simple mais efficace. Et prophétique. Et prophétique, et avec le droit au bus à la fin. La petite banderole droit au bus. Et on la veut parce que, comme tu disais, effectivement, on l'attendait avec impatience. Et c'était la première finale de Coupe de France entre les deux clubs. Donc, il fallait pas se rater. On en a gagné une autre depuis. Mais
des beaux souvenirs et où tu fais encore preuve de ta mémoire puisque tu te rappelles de quelques actions dans ce match. Ouais, je regarde encore, le match est disponible sur internet, donc ça m'arrive encore de regarder pour me rappeler tout ça de temps en temps. Donc tu regardes pas les matchs du PSG d'aujourd'hui, mais de temps en temps tu te refais les matchs de l'époque. Ouais, il y a quand même de plus en plus de personnes qui arrivent à mettre des matchs en entier ou certains extraits, et ça me fait toujours du bien et non pas du mal de me revoir certains extraits. Ça me rappelle de très bons souvenirs. J'ai personnellement vu les 2 finales de Coupe de France 1982 et 1983 pendant le Covid. Sur la chaîne L'équipe, je crois, ils avaient remis les matchs. Ça m'avait permis de découvrir ces matchs que j'avais jamais vus. T'as pas le droit de me citer la demi-finale de 2006, mais si tu dois me citer un déplacement qui t'a marqué particulièrement dans tout ce que t'as fait. Je vais faire une entorse, je vais t'en citer 3. Vas-y. Un que j'ai fait avec mon père, un que j'ai fait avec les Lutèces et un que j'ai fait tout seul. Donc un que j'ai fait avec mon père, je citerai déplacement qu'on avait fait à Cannes en juillet 2004. C'était le trophée des champions contre Lyon. On avait fait une magnifique traversée de la côte sud en voiture avec un temps magnifique et un très bon contexte local. On avait perdu le match au tir au but. Bon, trophée des champions, ça n'a pas forcément un très gros prestige, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir de l'ambiance et du contexte de l'époque qui était. On n'était pas beaucoup de Parisiens à avoir fait le déplacement, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir et ça restera un bon souvenir familial aussi en tant que déplacement. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement le Paris Saint-Germain t'a aussi permis de te rapprocher, de vivre des moments avec ton père qui n'était pas forcément fan de foot à la base. Très juste. C'est vrai que le foot a pu nous éloigner parfois de nos familles en termes de déplacement, en termes d'investissement, mais il n'y a pas que ça, et tu as extrêmement raison de citer aussi cet aspect-là des choses. Alors, c'est aussi une famille, les Lutèces Falco. Tu avais fait un déplacement, enfin, celui que tu veux nous citer. Ouais, donc j'ai été membre 2 ans des Lutèces, de 2004 à 2006. Et un déplacement qui restera bien présent dans ma mémoire, ça restera un déplacement qu'on avait fait à Lyon en avril 2005, saison 2004-2005. Et c'est le déplacement durant lequel j'ai eu le plus d'interactions et j'ai eu le plus de sociabilisation avec les membres des Lutèces, notamment avec Catalan, Yann. Et donc forcément ça rend tout de suite le déplacement plus intéressant et plus vivant d'avoir des discussions, des interactions, des parties de ballon sur les aires d'autoroute. On avait gagné le match, c'était rare à Lyon à l'époque. C'était rare en déplacement à l'époque. C'était rare en déplacement tout court d'ailleurs, tu as très, très raison de le rappeler. Et donc tout ça, la victoire, la bonne ambiance en parkage, les discussions dans le car, etc., ça restera un bon déplacement. Parce que si tu étais jeune et timide, comme tu nous l'as dit à ce moment-là, tu avais du mal un peu à aller vers les autres, surtout qu'il y avait des figures du virage et c'est pas toujours évident. Charismatique. Tu t'en gardes quand même des souvenirs d'une famille, d'être comme ça, immergé dans un car Lutèce pendant 24 heures. Tu sais, par la suite, j'ai pu m'investir à titre personnel dans d'autres mouvements complètement hors foot et hors sport, notamment dans ma paroisse. Et je te donne un souvenir qui me revient assez rapidement. Tu sais, les cars en déplacement, c'était, comme disait Viola, des boîtes de nuit ambulantes dans lesquelles les groupes pouvaient insuffler leurs valeurs et leur vision du mouvement ultra. Et c'était très juste de sa part parce que les groupes, c'était pas juste comme c'était dit dans les journaux ou dans des émissions un peu à scandale, des hordes de barbares. C'était aussi des personnes, pères de famille, qui vivaient des moments de fraternité à leur manière et de façon totalement bienveillante et chaleureuse et fraternelle. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des pèlerinages avec des jeunes que j'accompagnais en tant qu'animateur, si tu veux, alors c'était une autre époque, mais on monte dans le car et tout le monde garde son téléphone.
Alors ça n'existait pas avant, quand on montait dans le car. C'était tout le monde rigole ensemble. Au pire, on lit l'équipe. Enfin, j'ai des souvenirs où on était dans le même car, toi et moi, et tu lisais l'équipe ou tu buvais une bière. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment. J'étais plus à boire une bière, hein, mais d'ailleurs une bonne Guinness que tu m'as offerte également aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment ce côté qui est vraiment propre, je pense, à l'époque où sans téléphone et sans réseaux sociaux, les choses se faisaient de manière honnête et authentique. Avec des jeux d'ailleurs, jeux ultra, des karaokés ou d'autres choses. Et alors ce déplacement tout seul? Marseille 2008, octobre. Donc il faut savoir que j'ai arrêté d'être Lutèce en fin d'année 2006, saison 2005-2006, même si je l'étais déjà un peu avant, j'étais déjà un peu dans mon coin. Donc j'ai fait 2006-2010 en tant qu'indépendant. Donc du coup, je faisais mes déplacements tout seul ou avec des potes. Et arrive le match à Marseille en 2008 et on pouvait prendre les places en individuel, ce qui était totalement impossible à l'époque. Il fallait faire partie du convoi officiel, soit groupe, soit PSG, et c'était impossible d'avoir des places en individuel et d'y aller solo en indépendant à Marseille. Et je vois que c'est possible au début du mois de... Je crois que le match était fin octobre, et pendant les vacances, je vois que le PSG vend des places individuelles pour aller à Marseille. Et dans ma tête, je me fais un film, je me dis, ok, je vais y aller comme ça, etc. Je prends ma place et j'y vais. Ma mère me lâche à la gare de Montpellier pour que je puisse prendre le train régional et aller à Marseille. Je passe l'après-midi tout seul à Marseille, à me balader dans la rue. J'arrive devant le Vélodrome, l'ancien, sans toit, sans rien. Je trouve le parquage. On gagne 4-2. Je passe la nuit dehors à Marseille et je rentre le lendemain à la maison dans un périple ubuesque où je prends des TER pour passer par Lyon, Dijon, bref. Et je rentre chez moi le lundi soir, la tête remplie de souvenirs. C'est ça finalement, être supporter, c'est faire des pèlerinages de cette... J'ai parcouru la France pour voir le PSG, comme beaucoup d'entre nous à l'époque. Et là, tu as remercié Saint-Guillaume-Ouareau sur ce 4-2. Ah bah oui, il a mis un doublé ou un triplé, je crois, ce jour-là. Mais à l'époque, il était en pleine bourre et cette victoire restera mémorable, je pense, pour tous ceux qui étaient présents ce jour-là au Vélodrome, dans le parquage. Tu nous as pas dit pourquoi tu avais quitté les Lutèces. C'était un choix perso Bah ouais, comme je te disais, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans le groupe. Je sentais que j'avais pas cette audace et ce courage. J'en veux pas du tout, j'ai vraiment aucune rancœur envers les Lutèces de l'époque, parce que je pense que ça m'a aussi appris que dans la vie, il faut rien attendre, il faut y aller et il faut pas attendre que ça tombe du ciel. Je pense que j'étais un peu dans cette optique-là, d'attendre la personne qui va venir me tenir la main, et je pense que c'est pas une bonne optique. Je pense qu'il faut y aller, il faut oser, c'est comme ça qu'on découvre par soi-même, on fait ses propres expériences. Mais une fois que j'étais un peu essoufflé de ces tentatives, on va dire, j'ai considéré qu'être indépendant, ça correspondait plus à mon côté introverti de l'époque, solitaire. Et donc à partir de 2006, ouais, je me considérais comme un indépendant. Donc j'avais fait fabriquer par ma grand-mère, paix à son âme, des drapeaux que je pouvais accrocher en parquage quand la place s'y prêtait. Voilà, j'ai vraiment cette mentalité d'indépendant, de me déplacer soit en TGV, soit en voiture pour aller voir le club à l'extérieur. C'était très formateur finalement d'être passé au Lutèce, même si tu en es parti, mais ça permet de te construire aussi personnellement. Tout à fait. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi? Bah, merci à mes parents. Merci à mes parents pour m'avoir permis de vivre tout ça, parce que c'est pas forcément évident pour des papas et des mamans de laisser leurs enfants aller dans des milieux aussi sulfureux, comme ça pouvait être décrit dans la presse à l'époque. Mon père était plus laxiste, entre guillemets, bien sûr, et ça lui posait pas de problème. Ma mère était plutôt inquiète, mais elle a tout de suite vu l'importance que ça avait pour moi. Donc elle a jamais mis de barrière à ça. Donc j'ai pu vivre ma passion à toute patate pendant toutes ces années. J'ai pas raté un match au parc de 2002 à 2010. Voilà, pour tout ça, merci à mes parents de m'avoir permis de vivre, d'avoir la liberté de vivre ces moments-là.
Et le deuxième remerciement, c'est comme je t'ai dit, pour tous les mecs du virage qui ont contribué à cette ambiance depuis la fin des années 80, début 90, à travers les groupes, à travers les tifos, à travers toute l'organisation que ça demande, l'implication, le contre-pouvoir aussi, l'aspect contestataire. Bref, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris au-delà du supporter, aussi en tant qu'être humain, en tant que de se positionner dans un contexte, comprendre les tenants, les aboutissants, les mécanismes. Ça a été des choses très instructives à mon endroit. Et alors pour finir sur une note sportive, si un jour le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ça te fera quelque chose ou c'est vraiment du passé pour toi? Non, j'ai pris assez de distance pour que ça n'ait aucune incidence et aucun effet sur ma personne, dans un côté comme dans l'autre d'ailleurs. Que ce soit en tant qu'échec ou en tant que réussite. Tu regarderas la finale ou pas? Possible, mais pas sûr. Merci Léonard. Merci beaucoup Benji. Longue vie à toi. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.